Bonjour YouTube, bienvenue dans cette incroyable vidéo. Non, elle est absolument pas incroyable, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour vous donner simplement le contexte de Quara, donc le contexte récent, parce que avec Yoka, juste avant, on aura vu l'histoire récente, donc les globalement 100-150 derniers cycles. Là, on va voir vraiment le contexte dans lequel le JDR se lance, et également simplement les personnages que l'on va avoir dans notre groupe dans une deuxième partie. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seul comme la dernière fois, je suis accompagné par Axel, voilà, qui incarne le gardien, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard. Sur le contexte. Parce que déjà, le où ça se passe, tout ça, j'ai dit. Étant donné qu'on a parlé de Quara en long, en large et en travers avec Yoka, on se doute que ça se passe sur Quara. Forcément. Mais du coup, en fait, surtout, qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi un JDR à cet endroit-là et à ce moment-là Alors, dans le lore? pourquoi un JDR à cet endroit-là déjà? Donc on va répondre à cette partie-là. À cet endroit-là, spécifiquement, ça aurait pu être n'importe où sur le continent. Parce que partout sur le continent se réveillent des assemblages, les assemblages qui sont des créations d'Yalt, et ceux-ci deviennent agressifs, deviennent complètement hostiles envers absolument toute forme de vie. Qui sont pourtant les créations d'Yalt, donc du coup, qui normalement devraient être protégées par ces assemblages et non pas menacées par eux. Donc, on se retrouve dans cette situation où on a nos assemblages qui sont là, qui attaquent, et on a des groupes d'aventuriers qui vont être formés afin de simplement trouver l'origine de la menace et essayer d'y répondre, simplement, de résoudre la crise, parce que c'est littéralement une crise. Okay. Et donc, du coup, on n'est pas du tout les seuls, en fait. Vous n'êtes pas du tout les seuls. Il y a eu d'autres groupes d'aventuriers. D'ailleurs, on verra dans les premières séances mention à ces autres groupes. Également, au fil des séances, on trouvera des traces de passage de certains de ces groupes qui simplement sont disséminés à travers le continent, à eux aussi rechercher des indices, des informations, et qui ont simplement de temps en temps des communications via des missives ou via des retours à la capitale, et donc on va leur donner plus d'informations, et peut-être qu'au fur et à mesure, vous en rencontrerez même un groupe en vie, parce que pour le moment, ça n'a pas été le cas. Mais du coup, c'est un problème absolument généralisé sur le continent. Mais est-ce que... je suppose qu'il y a des groupes qui sont envoyés, c'est des expéditions faites par les États ou les choses comme ça. Ou du moins les villes, les institutions, ce genre de choses. Mais le truc, c'est qu'on a croisé... Alors, je sais plus si c'est une essence ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. J'arrête pas de bouffer son Kaela? nom. Kaela, voilà. Oui, c'est une essence. C'est une essence. Mais c'est pas un problème qui est... Genre, les essences sont pas au-dessus de ça, d'habitude? Les essences ne sont pas au-dessus de ça, dans le sens que la dynamique des essences de Quara est très différente de la dynamique des essences d'Andaria, par exemple. Ah. Les essences d'Andaria, en fait, au début, étaient exactement dans la même dynamique que les deux essences de Quara telles qu'on les voit là. Seulement, la guerre qui a lieu avec l'oubli a fait qu'elles ont décidé de se retirer de l'équation et laisser les peuples se gérer par eux-mêmes. Parce que si on fait une rapide parenthèse là-dessus, parce que ça permet de donner un élément quand même de l'or du reste des continents, l'oubli, si jamais il existe, c'est parce que l'éthéréenne de l'oubli a été libérée, et l'éthéréenne de l'oubli a été libérée par les essences et les peuples, de commun accord, pour gommer les restes de la guerre entre essences et peuples mortels. Et ça, Kuwara avait été affecté. Quara n'avait pas été affecté. Ah, n'a pas été... Ah, il y a qu'Andari qui a été affecté? Oui. Ah. Ça change tout.
Et de toute façon, on est largement avant en termes de date concernant Quara. D'accord, ok. Parce que là, en termes de Ah, c'est date, ça. on est même avant Oblafaya. Vraiment, c'est si on résume en termes de date, là, on est sur le truc le plus tôt qu'on ait jamais eu en JDR sur la chaîne. Ok. Ok, ok. Parce qu'on se situe Donc, globalement à vers part les ça. années 300, à peu près. 300 en datation absolue. Ouais, et l'an 0, c'est quoi déjà? L'an 0, c'est la fin des âges de la formation. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, j'ai eu ma coque qui fade. Je disais l'an 0, c'est la fin des âges de la formation. À part ça, d'ailleurs, la fracturale, au fait, c'est naturel ou. Alors la fracturale, on en a parlé dans la Avec vidéo Lucas. précédente, mais très rapidement justement pour repréciser, parce que oui, ça fait quand même partie du contexte actuel, c'est ce qui se tient sous la gueule morte de Niashrub. Les éclats de roche en suspension étant restés là de par la colonne de simplement d'appel de Niashrub au moment où il est mort et ont été stabilisés par la suite magiquement. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de chaînes qui relient ces éclats au sol. Mais la fracturale, c'est simplement l'ancienne cité du cratère qui s'est trouvée anéantie par la présence de Niashrub, qui a été reconstruite sur les restants des roches de la cité. D'accord. Et du coup, vu que le problème des assemblages est généralisé sur tout le continent, je suppose qu'il y a un moyen de communication entre les peuples pour organiser un peu tout ça, quoi. Alors déjà, on maîtrise tout ce qui va être magie de transfert d'objets. Et au-delà de ça, on a un réseau de Kalians, donc qui sont des sortes de portails, en fait, vraiment, purement en pierre et en métaux rares, qui sont des ouvertures vers un autre plan qui permettent de naviguer dans une dimension qui est simplement distendue. Donc, par rapport au réel. Donc du coup, simplement, par exemple, faire 3 pas dans cette dimension va vous faire parcourir 300, 600 yels. Et du coup, en 3 pas, vous allez arriver d'un bout du continent à l'autre bout du continent. Le seul truc, c'est que des portails comme ça, des déchirures comme ça, il n'y en a pas partout. Donc, on en a seulement à certains points assez stratégiques malgré tout. Mais ce qui fait que on peut pas accéder à toutes les bourgades reculées juste avec ça. Donc, très souvent, les grosses villes et les nations dans leur globalité, entre guillemets, sont informées des choses. Pour autant, les petites bourgades ne sont absolument pas informées de la crise actuelle et vont simplement s'en rendre compte au moment où bien quelque chose leur déboulera dessus et leur anéantira la tronche. Et du coup, les assemblages s'attaquent pas uniquement aux forêts et tout ça, ça s'attaque vraiment aux gens aussi, Ça quoi. s'attaque vraiment aux gens aussi. C'est d'ailleurs pour ça, en priorité, que la situation a été prise en main par la plupart des responsables. Tout simplement parce que on déplore énormément de pertes, on a des villages qui sont détruits, on a des villes qui commencent à se faire anéantir, on a des centaines et des centaines de morts, ce qui n'est pas anodin au vu des tailles de population globale, parce qu'on n'est pas sur des millions et des millions d'habitants, mais sur à peine quelques dizaines de milliers répartis à travers tout le continent. Oui, Donc avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts, c'est une hécatombe. ouais. Ouais, donc le problème est plutôt urgent, quoi. Oui. Faut le régler assez vite, quoi. On est dans la merde. Enfin, pas moi, mais les autres. Et du coup, ces assemblages sont à la base du coup des protecteurs des forêts, de tout ce qui descend de putain, comment il s'appelle
Yalt et Irmil, ouais, Yalt, c'est voilà. ça. Bah, c'est littéralement ça, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont été conçues, en fait, tout simplement parce que Yalt et Irmil sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas surveiller absolument tout. Et donc, pour contrer ça, simplement, bah, ils ont formé ces assemblages, donc qui sont des créations de pierres, de roches, et qui sont animés d'une volonté. Donc, soit la volonté d'Yalt, soit la volonté d'Irmil. Et leur but, bah, simplement, c'est de défendre l'endroit si jamais il venait à être attaqué ou modifié non selon les préceptes qui soient, entre guillemets, enseignés par ces deux éthéréens. Et à ce titre-là, donc, bah, il sommeillait depuis des milliers et des milliers de cycles parce que bah, il n'y avait aucune raison qu'il se réveille. Je veux dire, tout le monde vivait en harmonie avec tout ce qu'il est, tous les êtres qui étaient là. Donc il n'y avait aucune raison qu'ils se déclenchent. Et là, maintenant, ils se déclenchent tous et ils veulent absolument tous détruire, que ce soit les plantes, que ce soit les roches, que ce soit les créatures qui y vivent. Et du coup, les éthériens à la base, ils sont 2. Oui. D'accord. Yalt est encore en vie, Irmil est disparu, complètement. Ah oui. Disparu, mort confirmé, ou juste il est pas là, on sait pas ce qu'il Mort confirmé. Mort confirmé. Ce qui est le seul cas de mort d'un éthérien. À cette époque-là. Oui. Parce que, de souvenir, l'entre-deux, on lui a bien pété sa gueule aussi. Oui. Mais oui, donc c'est quand même pas mal la merde. Et donc nous, on évolue là-dedans, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on est juste un groupe à la base, enfin, du moins, pour la majeure partie du groupe, des aventuriers envoyés en expédition par les autorités, on va dire, pour essayer de trouver une solution au problème, quoi. Yazael est un Alastrar, âgé d'une 50aine d'années, vivant sur Quara, dans les plaines autour de la capitale. C'est un assez jeune pour son espèce, vu qu'il peut vivre jusqu'à environ 200 ans, qui a passé beaucoup de temps dans la nature et a passé notamment son temps à voyager à travers les forêts, les montagnes et les différents lieux du continent. Yazael maîtrise un petit peu la magie des arcanes, il sait notamment créer des sortes d'éclairs arcaniques entre différents points, et se balade tout simplement sans trop d'équipement, en ayant une vie qu'on pourrait qualifier d'ermite. Yazael est très proche de la nature et très proche des créations des éthériens. Il prend énormément soin de toutes les créatures, la faune et la flore vivant autour de lui, et notamment aime beaucoup à regarder, observer et noter tout ce qu'il découvre durant ses voyages. Les carnets qu'il écrit sont d'ailleurs assez prisés dans la capitale, car il relate un petit peu la vie et les faits de la nature qui se passent autour de la capitale Adastra. Durant sa vie d'ermite, Yazael a aussi fait la rencontre de beaucoup de personnes, et c'est une personne assez sociable, quoique un peu recluse. Il n'aime pas trop fréquenter la ville, car il y a eu de mauvaises expériences avec des criminels par le passé, et souhaite le plus possible rester en dehors de la vie citoyenne. Malgré cela, Yazael a de très bons rapports avec les autres Alastrars érudits de son espèce, et aime aussi à rencontrer des gens de différentes espèces et de différentes cultures. Tant que c'est pour des temps tant que cela se fait sur des temps assez courts et qu'il n'a pas à s'investir lui-même directement. Il aime très peu fabriquer des relations, je dirais, de longue durée avec les autres. En résumé, Yazael est un personnage assez solitaire, qui passe la plupart de son temps dans la nature et en voyage, et qui préfère la compagnie de la faune et de la flore à la compagnie des autres personnes civilisées. Mertal, c'est un Alastrar dans la force de l'âge, très solitaire, sans aucun réel lien familial, et qui a très peu d'attaches parmi les vivants, et dont le seul objectif était au prime abord d'accumuler un maximum de connaissances.
il y a peu de choses chez lui qui vont sortir au premier coup d'œil de l'ordinaire, mais une fois que on le connaît un peu mieux, on découvre assez rapidement que c'est un relevé, il est donc mort il y a plusieurs années de cela, suite à l'effondrement d'un plafond sur lui, dans une cave qui était isolée, et dont finalement donc personne n'a retrouvé son corps, et surtout personne n'a sans doute su qu'il était réellement mort. C'est un érudit, évidemment, et dont la curiosité maladive le pousse à vouloir découvrir les mystères du monde, à l'origine uniquement de par des recherches dans des bibliothèques et ou en parlant avec d'autres confrères. Mais depuis son retour parmi les vivants, il explore vachement plus le terrain. Notamment et surtout des recherches pour essayer de trouver de nouveaux relevés et aussi d'essayer donc de mieux comprendre ce phénomène. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à accepter les avis divergents du sien, qui n'accepte pas trop l'autorité, sauf s'il est d'accord avec la personne qui prend la décision, et qui a une notion du respect assez particulière. Par contre, c'est un personnage très pragmatique, qui a très difficilement peur, qui ne cède pas à la panique. En revanche, dans le cadre des situations de combat, il n'a pas grand-chose à apporter à l'équipe, si ce n'est qu'il s'est familiarisé avec le parler de Nyashrub, qu'il maîtrise maintenant très bien, et qui lui permet donc, dans les situations critiques, d'envisager des solutions assez radicales. Si Mertal rejoint l'aventure, ce n'est pas parce que la situation de Kuara lui tient à cœur. Évidemment, il ne souhaite pas que le continent soit détruit et souhaite autant que possible le préserver, mais c'est surtout l'opportunité de faire de nouvelles découvertes, de découvrir des choses jamais vues par d'autres, qui vont le pousser à rejoindre ses futurs compagnons. La voix des maîtres et la loi, leur vision du monde, une vérité absolue, leur désir, désordre, leur sanction, un destin inévitable. Voici la sagesse que peut offrir Afrudanor. La condamnation d'Afrudanor est méritée. Sa sanction, devoir servir à jamais les maîtres qu'il a blessés, il y a de cela plusieurs centaines de cycles. Afrudanor a toujours exécuté sa sanction, sautant de coquille de chair en coquille de chair pour se faire. Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Telle a parlé la voix des maîtres, telle est la loi d'Afrudanor. Ce monde est rempli de traîtres, d'ignobles et perfides personnages, prêts à tout pour gagner la moindre once de puissance sur les maîtres. Ils doivent tous être éliminés, sans aucune pitié, car les maîtres sont la seule puissance qui mérite d'être en place. Telle est la vision des maîtres, telle est la vérité d'Afrudanor. Afrudanor est alors devenu le bras armé des maîtres. Il traque sans cesse les traîtres et ne s'arrête que quand leurs perfides langues ont été sectionnées à jamais et que leurs corps saccagés servent d'exemple aux autres. Aucune hésitation, aucune peur. Le devoir est absolu. Tels sont les désirs des maîtres, tels sont les ordres d'Afrudanor. Tirain, fille de cette coquille d'Afrudanor, entend ses enseignements, car en eux demeure la nature sacrée de sa mission. Depuis ce jour où les Éthéréens ont prononcé leur sanction de l'ignoble Afrudanor, et que son vrai nom a été effacé de l'histoire, c'est à sa descendance qu'est revenu le privilège de racheter ses actions en servant les maîtres. Ton père, cette coquille, a bien servi Afrudanor. Cependant, cette coquille commence à vieillir, et ses gestes ne sont plus aussi sûrs qu'ils ne l'étaient avant. Sa mort est probablement imminente. Alors, Tirain, tu dois être prête
car tu vas bientôt devenir la prochaine coquille, comme le deviendra ton fils, une fois que tu auras rempli ton rôle. Telle fut prononcée la sanction. Tel sera l'inévitable destin d'Afrodenor. Globalement, je joue le gardien et la voix. C'est-à-dire que je vais jouer 2 persos en un. Et faut le voir comme un espèce de Zangief de Street Fighter qui vit dans la forêt, qui a un bras complètement recouvert d'écorce et qui vit dans la forêt depuis qu'il est tout petit haut, qui a connu que ça, qui est complètement con, et qui, si tu viens faire chier la forêt, globalement il vient te péter la gueule. Voilà. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus, globalement. Il est très con, mais à part ça... Tout de même sur la voix. Oui, sur la voix aussi, oui. Effectivement. Donc, oui, comme j'ai dit, je vais jouer 2 persos en un. C'est-à-dire que ça va être c'était le premier, donc le gardien. Mais avec, il y a aussi la voix, qui n'est qu'un espèce de tout petit, une espèce de minuscule plante qui vit sur son épaule et qui, en fait, comprend le langage de manière partielle. C'est-à-dire ce petit être a appris le langage en observant les futures victimes du gardien. Et en gros, c'est son seul, entre guillemets, moyen de communiquer avec les gens. Et aussi, accessoirement, la voix peut pas trop s'éloigner du gardien, vu que la voix est issue du gardien. Mais on est quand même accompagné d'une essence. Oui, partiellement. C'est-à-dire que l'essence, elle, va avoir senti dans votre groupe quelque chose qui va l'avoir fait se décider à simplement un petit peu vous assister. Elle vous aura fait comprendre tout de même qu'elle a fait un peu de même avec les autres groupes, qu'elle les a assistés, qu'elle les a guidés aussi un peu, mais qu'ensuite elle les a laissés simplement aller par leur propre chemin. Sauf que pour la plupart, ça n'a rien donné. Et donc du coup, il est possible que, mais ça vous ne l'avez pas encore totalement déterminé, elle n'ose pas spécialement vous quitter de peur que vous subissiez le même sort que les groupes précédents qu'elle a laissés. D'accord. Et du coup, entre guillemets, la seule menace de l'instant, c'est les assemblages qui se réveillent. C'est cela. Pour le coup, il n'y a pas d'autres menaces. La seule autre menace à laquelle on peut penser, ce serait encore des cultistes de Nyashrub qui soient encore en activité, parce que même si Nyashrub a été détruit il y a une 50aine de cycles, il reste encore certains de ces cultistes qui sont en activité, et qui donc pourraient potentiellement venir interférer avec une action de sauvegarde du continent, étant donné que via l'arrivée de Nyashrub, ils voulaient, pour certains, la destruction du continent. Pour d'autres, c'était simplement que Nyashrub était une créature qui les avait influencés énormément, et donc du coup, à la mort de celle-ci, ils ont renié leur statut de cultiste. Donc tous les cultistes ne seront pas hostiles, mais il y en aura qui le seront, et qui seront très véhéments, et donc c'est cela la seconde menace qui peut peser directement sur notre groupe. Après, il y a un certain nombre d'autres menaces qui seront plus des quiproquos que réellement des menaces réelles. Ou d'autres menaces plus mineures ou plus liées à l'environnement que réellement. Parce que du coup, finalement, la faune, peut-être moins la flore, mais plus la faune de manière générale, comment réagit à ce genre de choses? Juste ça fait sa vie et ça meurt comme des cons ou juste, Pour le coup, la faune n'a pas beaucoup d'autres choix face à des assemblages, étant donné que déjà vous peinez ne serait-ce qu'à en défaire un. La faune qui va pas être très capable de s'assembler pour former une armée, aux dernières nouvelles, ne va pas pouvoir spécialement lutter contre ce genre de créature, il va juste tenter de fuir. Simplement. D'accord. Pour survivre.
Et c'est tout. Mais ouais, c'est bien la merde. Mhm. Et du coup, changement total de sujet, les Kalians, là, c'est ultra antique comme truc ou c'est juste. Alors, Il y a moyen de. les Kalians, il y en a qui ont été ouverts il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a qui ont été ouverts il y a une trentaine de cycles encore. Donc il est possible d'en ouvrir des nouveaux. Le seul problème, c'est qu'il y a déjà trop de trous dans la dimension dans laquelle ils sont, qui sont trop rapprochés les uns des autres. Et créer de nouveaux trous, en fait, bah, ce serait genre créer un trou entre deux trous et donc du coup risquer de bah, simplement faire se Et, déliter la dimension ou simplement mal viser en fait, entre grands guillemets. De plus, un Kalian est nécessairement foutu en haut d'une montagne parce que quand bien même on passe par une autre dimension, il y a nécessité d'un pointage physique dans le réel entre les dimensions. Au moment de l'élaboration des Kalians. Et donc du faut coup, que les Kalians puissent se voir, c'est ça? voilà. Ok. Et du coup, le truc c'est que bah à ce titre-là, on se retrouve dans la situation où bah, quand on a construit sur quasiment toutes les montagnes des Kalians, bah on n'a plus trop d'endroits où en mettre. Ouais. Parce que genre le Kalian il peut pas couper à travers une forêt si Non. c'était que de la plaine, tu vois. Il faut qu'il y ait une ligne de vue dégagée. Je sais pas s'il y a des équivalents à la guilde aventurière ou ce genre de choses qui aident aussi possiblement les autorités à la base. Alors, pas vraiment pour le coup. C'est une chose qui est un peu absente. Étant donné que de toute façon, le truc c'est que de base, on est sur une zone qui est très peu militarisée et D'accord. qui est très peu à chercher simplement même à se défendre parce que jamais confronté à une menace. Une des règles de base de Kuara, c'est que personne ne blesse personne en fait. Donc même les armes sont rares. Ah oui. Donc étant donné qu'on en est à cette étape-là, bah il n'y a pas d'armée régulière. Il y a des gardes dans les villes parce que maintenant on a peur de tout ce qui est cultiste, comme il y a eu le cas avec la crise de Nyashrub justement. Mais sans plus. On va pas garder une armée, on va pas garder des gens qui soient avec des armes en libre circulation, etc. Donc oui, il y en a, mais ceux qui ont des armes, c'est plutôt pour se défendre de l'inconnu que pour batailler qui que ce soit. Ouais. Donc de base, on a très peu en fait d'aventuriers. Les aventuriers sont beaucoup plus rares que sur Andaria par exemple. Quand je dis aventurier, j'entends ça au sens le bon PJ qui s'en va à l'aventure avec sa petite épée et son sac à dos dans le dos et qui va affronter le donjon de Nalbuck. Ça, il y en a pas énormément en Kuara. Il y en a énormément en Andaria pour le coup parce que ils sont une des grosses forces motrices au final de la dynamique même du continent. Que ce soit par toutes les actions, tous les services qu'ils vont rendre au village, parce qu'en fait très souvent les aventuriers sont des aventuriers mercenaires sur Andaria, et ils vont prendre des petits contrats dans les bourgades, par exemple, voilà, il y a une bête qui terrorise la zone, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont y aller, ils vont aller la tuer, et ils vont avoir de l'or comme ça, et ils vont simplement pouvoir se nourrir et se loger pendant une période. Et ensuite, ils vont reprendre un petit contrat, etc. Et ils vont voyager de manière itinérante de ville en ville. Donc, en quelque sorte, des mercenaires nomades à leur propre compte. Là, étant donné que toutes ces dynamiques-là ne sont pas en place, les seuls aventuriers qu'on peut avoir, ce sont soit des personnes qui sont quand même assez, entre grands guillemets, hein, bien évidemment, riches de base, et qui sont là pour, par exemple, des études, comme ça va être le cas d'un de nos joueurs. Voilà, parce que il était parti sur le terrain, il voulait apprendre des choses, etc. Et là, oui, en fait, simplement, il est pas riche, mais il survit en fait en rendant des services
simplement arcano-botanique à des gens, et en échange, on lui offre le logis et le couvert. Le gîte et le couvert. Voilà. Maintenant, on a aussi des personnes qui vont être simplement des ermites et qui, du coup, eux, n'ayant pas d'attache de base, vont pouvoir se trouver à itinérer. On va avoir des marchands itinérants. En fait, le seul truc, c'est qu'il faut que les aventuriers arrivent à subvenir à leurs besoins de leur propre manière, soit par leur activité, soit par leurs compétences. Mais jamais ça le sera par un contrat qu'ils vont remplir qui va leur donner quelque chose. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins. Parce que nécessairement, ça nécessite, un, d'avoir des compétences, deux, de pouvoir survivre quand même aux environnements qui sont pour la plupart assez hostiles en Quara. Parce que si jamais on se lance, par exemple, dans la traversée des steppes d'Eiza, bon courage pour les traverser parce qu'elles sont très grandes et qui fait un poil froid. Donc du coup, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un Kalian. Et si on utilise un Kalian, on est juste un simple voyageur qui va d'un point A à un point B en l'espace de genre 10 minutes. Donc il n'y a pas de danger, donc il n'y a rien à protéger. Donc pareil, tout ce qui va être métier d'escorte, de mercenaire, n'ont pas de sens. Parce que vu que même les ressources, tu peux les envoyer à travers les Kalians. Voilà. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où les seuls qui ont besoin tant soit peu d'assistance sont toutes les bourgades isolées, et il n'y en a pas tant que ça. Et il y a tellement peu de menaces qui planent en temps normal que c'est pas un fonds de commerce qui soit valable. Donc il y a personne qui va aller chercher à l'exploiter et à se dire je vais passer ma vie sur les chemins. Tout comme par contre à l'inverse, c'est totalement le cas en Andaria parce qu'il y a tellement de menaces qui sont certes beaucoup plus faibles la plupart du temps, parce que des pillards, des choses comme ça, c'est pas la même chose qu'un assemblage. Un assemblage c'est beaucoup plus dangereux, on est d'accord, on s'entend. Sauf que le truc c'est que personne ne pouvait prévoir que les assemblages allaient pop là, maintenant. À l'inverse, les mouvements de pillards en Andaria, ils sont assez prévisibles au final. Genre on peut se dire, ils viennent de détruire cette petite cité-là. Si jamais je vais celle qui est un peu au sud, vu qu'il y avait des traces de pas qui allaient vers le sud, probablement je vais pouvoir aider à défendre l'endroit. Ouais. Et ça du coup, Quara, aucun chasseur de primes, aucun mercenaire quasiment. Voilà. Je suppose que ça doit traîner, mais bon, t'en as deux quoi. Voilà, c'est ça, il y en a quelques-uns. Le fait d'en rencontrer un, c'est pour le coup très rare. On aura plus de facilité à croiser un marchand itinérant qu'un mercenaire. Là où à l'inverse, en Andaria, c'est plutôt l'inverse. Ça du coup, Quara, zone finalement très démilitarisée, enfin du coup non militarisée plutôt. Oui. Donc forcément une menace globale comme ça qui arrive d'un coup, qui est vénère, c'est bien la merde. Ouais, personne n'est apte à la gérer pour le coup. C'est ça, mais du coup je suppose que tout ce qui est forge, ce genre de choses doit tourner à plein régime en soi. Étant donné qu'il n'y en a même pas vraiment d'établi, en fait le truc c'est que on est sur un système qui va produire, donc déjà d'une part on va utiliser beaucoup de métaux rares, parce qu'on en a une certaine quantité qui est extraite par les Ilinars depuis les sous-sols. Ouais. Et donc soit on va reposer sur l'artisanat Ilinar directement, parce qu'on a des accords commerciaux avec eux, et du coup ne pas avoir de forge de ce côté-là, soit les quelques forges qui vont être utilisées, vont tourner à plein régime, mais quand bien même on est face à des personnes qui n'ont jamais appris à tenir une arme de leur vie. Il n'y a pas une notion de service militaire, d'entraînement ou quoi que ce soit, là où on le voit très bien en Andaria, ne serait-ce qu'à Ketera, nécessairement, globalement, tout le monde sait comment on tient une arme. Ne serait-ce que par la présence de d'autres personnes autour de soi qui aient des armes. Ouais, ça là, c'est basiquement en fait, c'est un peu comme si c'était tous des paysans et que tu leur demandes de se battre avec des fourches quoi. C'est ça. C'est pas terrible quoi pour se défendre.
Et Ouais, quand oui, bien oui. même, de toute façon, on voit que face à ces assemblages, assez rapidement, vous le verrez de toute façon pendant le JDR, mais assez rapidement, on voit que bah, les armes conventionnelles sont pas très opérantes en réalité. Effectivement. C'est effectif. C'est effectif. C'est effectif. Hein. Mais c'est ça, parce que finalement, on parle d'assemblage depuis tout à l'heure, mais c'est quoi un assemblage? Et oui, Oui. j'ai mis. Et oui, Jamy, c'est quoi un assemblage? Mais c'est Euh, quoi? C'est quoi? Bah, il me semble avoir répondu à la question dans la première partie, mais on va la repréciser ici parce que c'est vrai que c'est un des points Ah, clés. Donc des créations formées de pierres, formées de vrilles végétales animées par Yalt et par Yrmil, avec une sorte de cœur végétal en leur sein qui leur permet de simplement se mouvoir, d'accumuler leur énergie afin d'agir. C'est en quelque sorte des automates, il faut les voir comme ça. Ils ont une fonction, ils ont une volonté, et on voit sur eux de nombreux crânes. En fait, de nombreux crânes sont enchâssés dans la partie haute de leur corps. Alors ceux-ci sont des crânes d'Alar, donc des premiers enfants des Éthéréens, morts depuis. Et simplement, le fait est qu'au lieu d'avoir une sorte de pilotage global par Yalt et Yrmil, le concept, c'est que ce sont les esprits de ces Alars qui vont diriger la chose. Mais le tout sous l'influence de Yalt ou de Yrmil. Yalt ou Yrmil vont infuser leur volonté dans le cœur, ainsi qu'une part de leur énergie. Et ce cœur va alimenter tout l'assemblage, et donc va orienter les pensées des esprits des Alars qui sont prisonniers à l'intérieur. alors, ils sont prisonniers, donc on leur a pas du tout demandé leur avis en fait. Non, Ok. Donc j'aurais peut-être pas dû écouter cette partie-là en fait. Finalement, pour le scénario, pour le scénario. je t'en tiendrai pas compte. Oui, t'avais dit qu'il y avait 2 essences, on en a parlé que d'une d'ailleurs. Ouais, Elenia, effectivement, vous ne l'avez pas encore rencontré, mais cela ne saurait tarder. Et ce sont 2 essences jumelles qui ont été élevées par Yalt et Yrmil. Élevé, comment ça? Dans le sens que elles sont issues de l'union entre une autre essence, donc Phalissal, et un phénix. Et elles ont été laissées en Kuara après les événements liés à Nyashrub. D'accord. Ah oui, elles ont. Ok, d'accord. Elles ont été C'est élevées du le- sens que. Oui, c'est le seul cas, en fait, d'essence qui soit né d'autres essences. D'accord, ok. Du coup, y a pas de mépris par rapport aux autres essences, du coup. Mais il n'y a surtout aucun lien, en fait. Il n'y a surtout aucun contact. Ah. Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais rencontré, au final, leurs parents. Ces 2 essences. D'accord. Oui, d'où le fait qu'elles aient été élevées par Yalt et Yrmil. Oui. Sachant qu'en réalité, on dit qu'elles ont été élevées par Yalt et Yrmil, mais elles ont été plutôt élevées, en fait, par des sortes de projections de ceux-ci. Et pas par vraiment Yalt et Yrmil. Dans le sens que Yrmil était déjà mort à ce moment-là. Donc c'est seulement les réminiscences de sa conscience. Et Yalt était déjà en fait disparu au final. Il n'était plus à l'endroit où il était. Parce que Ouais. l'endroit où ces 2 essences ont grandi dans leur premier cycle est la demeure du Fort Esper. Et Yalt n'y était déjà plus. Oui, du coup, elles connaissent très bien du coup le Fort Esper. Le Fort Esper, c'est Yalt. C'est son autre nom. Mais l'endroit, oui. Oui. Ok. Ok. Mais Attends, j'ai pas d'autres sujets. Bah c'est pas grave.
J'ai cramé mes sujets. C'est pas grave du tout. Je pense que ça nous fait quand même un bon contexte. Donc, j'espère que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus, d'y voir un peu plus clair sur Quara. Donc, il va nous rester ensuite 2 autres vidéos de présentation. La présentation des règles et la présentation de comment est-ce que on va organiser le JDR, etc. Donc des aspects un peu plus techniques maintenant que l'on a cadré la partie lore, ancien et récent et la présentation des personnages. On va encore avoir ces 2 vidéos là et ensuite on passera réellement à la publication des épisodes de Quara. J'espère que la série vous plaira. Quoi qu'il en soit, les joueurs, ça leur plaît bien. Donc, ah bon Quel connard. Mais voilà, donc bon visionnage en avance, hein, j'ai envie de dire. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut. Salut.